Il existe une plante qui pousse en eau peu profonde à travers l'Amérique du Nord, du Canada au Mexique. Une plante qui produit jusqu'à 40 tubercules par an, se propage par des coureurs souterrains et se régénère sans être replantée. Une plante si riche en nutriments qu'elle contient près de 3 fois le potassium d'une banane. Les peuples autochtones l'ont cultivée pendant au moins 3800 ans en tant qu'infrastructure alimentaire organisée. Ils ont construit des pavements de pierre sous l'eau pour contrôler sa récolte. Ils l'ont échangée sur des centaines de kilomètres. Elle a nourri des nations entières. Et aujourd'hui, l'USD a la classe comme une nuisance. Texas A&M publie des guides d'herbicides pour la tuer. Porto Rico l'a officiellement déclarée mauvaise herbe aquatique. Entre 1849 et 1860, le Congrès des États-Unis a adopté des lois qui ont transféré 65 millions d'acres de zones humides pour le drainage. Au cours des 2 siècles suivants, l'Amérique a perdu 53% de ses zones humides d'origine. Le garde-manger a été systématiquement détruit. C'est l'histoire de la façon dont une source de nourriture perpétuelle est devenue une cible d'éradication. L'archive s'ouvre en 2016 à environ 30 km à l'est de Vancouver. En Colombie-Britannique, des équipes de construction routière sur le territoire de la Première Nation. Cathy découvre quelque chose d'inattendu sous le sol. Un pavement de pierre. 450 pieds carrés de roches délibérément construites et posées sous l'eau. Des archéologues de l'université Simon Fraser sont appelés sur le site. Ce qu'ils excavent réécrit l'histoire de la production alimentaire sur ce continent. Les chiffres sont stupéfiants. 3767 tubercules entiers et fragmentés sont retirés de la terre. 150 pointes de bâtons à fouir en bois durci au feu sont récupérées. Certaines encore enfoncées avec leurs pointes vers le bas dans le pavement de pierre. La datation au radiocarbone place le site à 3800 ans et montre qu'il a été entretenu de manière continue pendant 600 ans jusqu'à son abandon, il y a environ 3200 ans. Le pavement de pierre n'était pas aléatoire. Il a été conçu pour contrôler la profondeur à laquelle les tubercules pouvaient pousser, rendant la récolte plus facile, plus efficace, plus prévisible. L'analyse des sédiments révèle que les habitants géraient activement l'hydrologie des zones humides pour optimiser la production. Il ne s'agissait pas de glanage, c'était de l'agriculture. Un article évalué par les pairs publié dans Science Advance le qualifie de première preuve archéologique directe de la culture, de la production et de la gestion de plantes de zones humides sur la côte nord-ouest. Le pavement de pierre, les structures de contrôle de l'eau, les outils de récolte spécialisés. C'était une infrastructure alimentaire organisée, un atelier d'usine en zone humide fonctionnant il y a près de 4000 ans. Debbie Miller, du Cathy Development Limited Partnership, a dit quelque chose qui devrait hanter toute personne qui se soucie de l'histoire de l'alimentation. Elle a déclaré que le site est aussi important pour nous que les pyramides d'Égypte, les temples de Thaïlande et le Machu Picchu. Après l'excavation, le site a été comblé et pavé. Une route publique couvre désormais ce qui pourrait être le plus ancien jardin cultivé d'Amérique du Nord. Mais le site Cathy n'était pas isolé. Cette plante, appelée wapato par les peuples autochtones du Nord-Ouest Pacifique, était un aliment de base continental. Lorsque Lewis et Clark ont atteint le Pacifique en 1805, ils ont nommé ce qui est aujourd'hui l'île Sauvie d'un nom différent. Ils l'ont appelée île Wapatoki. William Clark a consigné la méthode de récolte dans ses journaux. Les femmes entraient dans une eau si froide qu'elle atteignait leur cou, détachant les tubercules avec leurs pieds jusqu'à ce qu'ils flottent à la surface, puis les ramassant dans des pirogues. Clark a écrit que les tubercules ressemblaient à une petite pomme de terre irlandaise et qu'après avoir été rôtis, ils avaient un goût agréable et remplaçaient très bien le pain. Le guide des plantes de l'USDA
confirme l'ampleur de ce système alimentaire. Il stipule que les tubercules de Wapato faisaient l'objet d'un commerce étendu et constituaient un article de commerce majeur sur le Bas-Columbia, dans le territoire Chinook. De multiples groupes autochtones à travers le Canada. Washington et l'Oregon mangeaient ces tubercules comme aliments de base. Ils ont développé des méthodes de transformation pour un stockage à long terme, séchage, enfilage, suspension pour une utilisation ultérieure. Il ne s'agissait pas d'une cueillette saisonnière. C'était une infrastructure de sécurité alimentaire qui rivalisait avec n'importe quoi dans le monde agricole. Dans les années 1820, le botaniste David Douglas, acquis des Amérindiens, avait montré les techniques de récolte du Wapato. A survécu presque exclusivement grâce à ses tubercules tout en effectuant ses travaux sur le terrain. La plante l'a maintenu en vie quand rien d'autre ne le pouvait. La carte de répartition révèle quelque chose d'extraordinaire. Cette plante pousse dans les zones humides de presque tous les États des États-Unis continentaux. À l'exception du Nevada, elle existe dans le sud du Canada et s'étend jusqu'au Mexique. La moitié du continent avait accès à cette nourriture. La moitié du continent. Maintenant, examinons ce qu'il y a à l'intérieur de ces tubercules, car c'est là que la suppression devient suspecte. L'USDA tient à jour des bases de données nutritionnelles qui listent la composition de la Sagittaire Arrowhead, le nom commun du Wapato. Il ne s'agit pas de sagesse populaire. C'est une analyse de laboratoire fédéral. Et les chiffres sont remarquables. Le Wapato contient environ 922 mg de potassium pour 100 g. Comparez cela à la banane. L'aliment que l'on nous dit constamment de manger pour le potassium. Les bananes contiennent 358 mg pour 100 g. Le Wapato fournit environ 2-6 fois plus de potassium en poids. L'aliment que l'on nous dit de manger pour le potassium est 2-6 fois plus faible que l'aliment que l'on nous apprend à empoisonner. Mais le Wapato n'est pas seulement une source de potassium. Il contient des quantités significatives de vitamine B, notamment de la thiamine, de l'acide pantothénique et de la vitamine B6. Ce sont des cofacteurs métaboliques, pas de simples notes de bas de page. C'est un aliment qui soutient les systèmes énergétiques fondamentaux du corps. Pour être clair sur ce que les données ne montrent pas et quand pas, la teneur en vitamine C est faible. Environ 1 mg pour 100 g. Si quelqu'un essaie de vous vendre le Wapato comme une source de vitamine C, il se trompe. C'est un aliment riche en glucides et en minéraux. Mais ce qu'il fait, il le fait exceptionnellement bien. Et puis, il y a la biologie qui rend cette plante différente de tout ce qui existe dans l'agriculture moderne. Le Wapato est une plante vivace. Il survit à l'hiver et repousse de son système racinaire année après année. Une seule plante peut produire jusqu'à 40 tubercules par an. Selon le Service de conservation des ressources naturelles de l'USDA. La plante se propage par des rhizomes et des stolons souterrains, étendant sa propre empreinte sans intervention humaine. Aucun labourage requis, aucun achat de semences nécessaires, aucun engrais synthétique nécessaire. Plantez-le une fois et il vous nourrit indéfiniment. Une plante vivace qui se multiplie d'elle-même, pousse dans l'eau, offre une nutrition supérieure et ne nécessite aucun intrant agricole. Maintenant, posez-vous une question simple. Pourquoi un système fondé sur la vente de semences, d'engrais et d'herbicides voudrait-il que cette plante existe? La réponse commence par 3 textes législatifs dont la plupart des Américains n'ont jamais entendu parler. Le Swampland Act de 1849 s'appliquait à la Louisiane. Le Swampland Act de 1850 a permis à l'Arkansas et à d'autres États de récupérer les terres marécageuses dans leurs limites. Le Swampland Act de 1860 a étendu le programme au Minnesota et à l'Oregon, ensemble.
Ces trois lois ont transféré 64,9 millions d'acres de zones humides du contrôle fédéral aux États avec une condition explicite: drainez-les, convertissez-les, rendez-les productives. L'échelle de ce transfert était continentale. La Floride, à elle seule, a reçu 20 millions d'acres pour le drainage. L'Arkansas a acquis plus de 8,6 millions d'acres. La Californie a reçu plus de 2,1 millions d'acres de marais de tôle de la vallée centrale. La Louisiane a reçu 8,5 millions d'acres de marécages fluviaux. La loi exigeait que les États utilisent les revenus exclusivement pour la récupération de ces terres au moyen de levées et de drains. Les terres définies comme humides et impropres à la culture devaient être rendues productives. Les zones humides n'étaient pas seulement indésirables, elles étaient légalement définies comme des problèmes nécessitant des solutions. L'idéologie de l'époque était explicite. Un dictionnaire géologique de 1822 déclarait qu'une telle terre est non rentable, ou même une nuisance jusqu'à ce qu'elle soit drainée. Mais après le drainage, elle devient le meilleur des sols, produisant les plus grandes récoltes. Les zones humides étaient des obstacles au développement. La récupération signifiait la suppression totale de la fonction de zone humide. Si le Wapato est un aliment de base des zones humides, qu'arrive-t-il à cet aliment de base lorsque la loi fédérale récompense financièrement les États pour avoir drainé l'habitat exact qu'il produit? Le US Fish and Wildlife Service a fourni la réponse dans un rapport au Congrès. Dans les années 1780, les 48 États inférieurs contenaient environ 221 millions d'acres de zones humides. Dans les années 1980, il n'en restait que 104 millions d'acres. Plus de la moitié des zones humides d'origine de l'Amérique, 53%, avaient été détruites. Le rythme de destruction a été implacable. Le taux de perte moyen des années 1780 aux années 1980 a dépassé 60 acres par heure. Pendant la période de conversion maximale, du milieu des années 1950 au milieu des années 1970 seulement, 12 millions d'acres ont disparu, dont 80% ont été perdus au profit du drainage agricole. Les taux de conversion annuels ont atteint 300 000 à 550 000 acres par an. La dévastation, État par État, raconte sa propre histoire. La Californie a perdu 91% de ses zones humides d'origine, le pourcentage le plus élevé de tous les États. La Floride a perdu 9,3 millions d'acres, la superficie totale la plus élevée. 22 États ont perdu 50% ou plus de leurs zones humides d'origine. 7 États, l'Indiana, l'Illinois, le Missouri, le Kentucky, l'Iowa, la Californie et l'Ohio en ont perdu plus de 80%. Le Wapato est une plante de zone humide. La perte de zones humides n'est pas une destruction d'habitat abstraite. C'est l'élimination directe d'une production alimentaire potentielle. Chaque acre drainé était un acre de nourriture détruit. Et cela continue d'arriver. Un rapport de 2024 du US Fish and Wildlife Service a révélé que les zones humides couvrent désormais moins de 6% des 48 États inférieurs. Les taux de perte ont augmenté de 50% depuis 2009. Les zones humides végétalisées, les marais et les marécages qui constituent l'habitat du Wapato ont été disproportionnellement touchés. Considérez le cas de Wapato Lake en Oregon. Le nom lui-même préserve ce qui a été détruit. Un rapport de gestion des flux de 2020 pour la rivière Tualatin décrit comment le district d'amélioration de Wapato a historiquement détourné l'eau et drainé le lac Wapato chaque année. Les membres du district cultivent le lit du lac, faisant pousser des cultures en ligne là où se trouvait autrefois le lac. Le nom du lieu vous dit exactement ce qui y poussait autrefois. L'histoire de la gestion vous dit exactement ce qui l'a remplacé. Le Grand Marais de Kankakee, dans l'Indiana, était autrefois appelé les Everglades du Nord.
Il s'étendait sur plus de 500 000 acres à travers l'Indiana et l'Illinois. Environ la taille du Connecticut, 250 000 de rivières sinueuses traversaient ce qui était la plus grande zone humide intérieure des États-Unis contigus. Après le drainage, la rivière a été réduite à 90 000 rectifiés. En 1917, seulement 1% du marais subsistait. Aujourd'hui, environ 30 000 acres survivent en Floride. Le Swampland Land Act a transféré 20 millions d'acres pour le drainage. Le dragage des canaux a commencé le 4 juillet 1906. Des milliers de milles de digues et de canaux ont été construits. Aujourd'hui, ce système draine un 7 milliards de gallons d'eau dans l'océan Atlantique chaque jour, à travers les régions. La mise en valeur signifie la même chose, supprimer les zones humides, les remplacer par un contrôle de l'eau technique, puis défendre la conversion par un entretien permanent. La nourriture gratuite a été remplacée par une dépendance aux infrastructures. Et ensuite, ils ont reclassé le survivant comme l'ennemi. La trace administrative moderne est accablante. Le guide des plantes aquatiques de Texas A&M répertorie la sagittaire dans la section sur la gestion de cette plante, avec des approches de contrôle et des options d'herbicides. Le compendium Cababier note que le wapato est reconnu comme une mauvaise herbe dans certaines zones. Porto Rico l'a officiellement déclaré comme une mauvaise herbe aquatique. Les guides de gestion de l'USD présentent la sagittaire comme une nuisance nécessitant un contrôle chimique. La même plante en 1805, un article de commerce majeur. En 2025, une mauvaise herbe aquatique, indigène, vivace, à propagation spontanée, comestible, reclassée comme cible pour l'éradication. Ils n'ont pas seulement drainé l'habitat, ils ont reclassé le survivant comme l'ennemi. Mais la plante refuse de mourir. La preuve de sa résilience est venue de la nation Yakama dans l'État de Washington. La tribu a acheté une parcelle de 440 acres sur le ruisseau Tapeniche dans les années 1970. La terre avait une histoire. À l'origine, une zone humide. Elle avait été convertie en propriété privée par les attributions du Dow Act de la fin des années 1800. Pendant des décennies, elle avait été cultivée comme des champs de blé et d'orge. La zone humide avait disparu. L'eau avait disparu. La nourriture qui y poussait autrefois avait été effacée de la mémoire. La tribu a installé des structures de contrôle de l'eau. Ils ont reconnecté l'hydrologie naturelle du ruisseau voisin. Ils ont créé les conditions pour la formation de zones humides. Et dès la première année après le retour de l'eau, le wapato est apparu. Aucune graine n'avait été plantée. Aucun bulbe n'avait été introduit. Les tubercules étaient restés en dormance pendant 70 à 80 ans sous les champs de blé et d'orge. En attendant, un membre de la tribu l'a décrit simplement, on a juste réintroduit l'eau dans la zone et boum, on avait du wapato. La plante avait survécu à des décennies de suppression agricole. Elle attendait sous la conversion. La source de nourriture n'a jamais disparu. Elle s'était enterrée. L'étudiante Emmanuelle Walla a exprimé ce que cela signifiait pour son peuple. Elle a dit « On m'a appris que rien n'est jamais perdu. Cela a juste été mis de côté pour un moment. » En 2011, le wapato est revenu officiellement dans la nation Yakama, en tant que premier aliment sacré. Un gymnase d'école a été désigné comme salle de banquet, aménagé comme une maison longue traditionnelle. Les aînés ont présenté la nourriture aux élèves, transmettant le savoir aux générations futures. La plante est toujours là. Elle pousse encore dans les zones humides à travers presque tout le continent. Elle produit encore jusqu'à 40 tubercules par plante chaque année. Elle se propage encore d'elle-même sans aide humaine. Elle apporte encore une nutrition qui surpasse ce que l'agriculture industrielle offre. Pendant 3800 années. Documentée et probablement bien plus longtemps, cette plante a nourri les gens.
Elle ne nécessitait aucun intrant industriel. Elle se propageait d'elle-même. Elle survivait aux hivers. Elle se conservait bien. Ensuite, la politique fédérale a déclaré son habitat inapte, l'a transféré pour le drainage et a récompensé sa destruction. La plante a survécu de toute façon. Elle attend toujours sous les champs de blé que l'eau revienne. La question n'est pas de savoir si le Wapato fonctionne. La question est de savoir qui a décidé que vous ne deviez pas le connaître. Et maintenant, vous le savez.